Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique à l'occasion de la réforme de la SNCF, du statut, etc., etc. Le gouvernement français et les contestataires de la réforme ont invoqué Bruxelles et ses exigences en matière de transport ferroviaire. Alors, que demande l'Union européenne dans le domaine du transport ferroviaire, Daniel ? Alors Jean-François, eh bien avant de répondre à la question « Que demande l'Union en matière ferroviaire ?», une précision s'impose sur ce que l'Union ne demande pas en matière ferroviaire. L'Union européenne ne réclame nullement la privatisation de la SNCF. Elle ne le peut pas. Comme indiqué dans l'article 345 du traité du fonctionnement, que je lis, les traités ne préjugent en rien le régime de propriété dans les États membres. Le capital d'un opérateur de transport ferroviaire peut donc être détenu intégralement par l'État. C'est le cas de SNCF Mobilité en France aujourd'hui. C'est aussi le cas de la Deutsche Bahn en Allemagne, qui est une société anonyme à capital public à 100%. De même, les directives européennes ne disent rien sur le statut des personnels des entreprises. Donc l'Union européenne n'impose rien, contrairement à ce que beaucoup, par méconnaissance ou mauvaise foi, affirment. Statut de l'entreprise, statut des personnels relèvent de choix nationaux. Bon, mais alors, l'Union européenne a tout de même des exigences, des demandes. Quelles sont-elles ? Alors, l'Union européenne demande l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire européen. Pour l'Union européenne, le transport ferroviaire est un service d'intérêt général qui, en raison de son caractère marchand, appartient à la catégorie des services d'intérêt économique général, SIEG. Or, comme le stipule l'article 106 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, les SIEG, services d'intérêt économique général, sont soumis aux règles des traités, notamment aux règles de la concurrence. Cette ouverture à la concurrence du transport ferroviaire est déjà ancienne. C'est en 2001 que les États membres décident de libéraliser à terme le transport ferroviaire de fret international, fret européen et fret national. La chose est réalisée en 2004 pour le fret européen, en 2006 pour le fret international et en 2007 pour le fret national. En 2007, les États membres décident de libéraliser le transport international des voyageurs à partir de 2010. Alors on connaît l'Eurostar, le Paris-Londres, le Thalys, Paris-Amsterdam, Cologne, le Tello, Paris-Venise, et qui fonctionne avec des trains, effectivement, relevant d'opérateurs différents. En 2016, débutent les discussions portant sur la libéralisation du transport ferroviaire national de voyageurs. Elles aboutissent en 2019, ce qui, pour la France, signifie deux choses. D'une part, l'ouverture totale des lignes à grande vitesse avec circulation de trains d'opérateurs privés au public autres que la SNCF à partir de début 2021. D'autre part, l'établissement obligatoire à partir de 2023 d'appels d'offres européens sur les lignes conventionnées. Alors les lignes conventionnées, ce sont les lignes régionales comme les TER ou les lignes d'équilibre du territoire comme les intercités. Pour ces lignes, les appels d'offres sont lancés par les régions. Certaines régions, comme PACA ou l'Île-de-France, ont d'ores et déjà annoncé qu'elles libéraliseraient dès 2019. Notons que plusieurs États membres n'ont pas attendu 2019 pour ouvrir leur marché ferroviaire à la concurrence. Le Royaume-Uni et l'Allemagne au milieu des années 90, la Suède et l'Italie dans les années 2000, ce qui, soit dit en passant, a permis à la SNCF, avec sa filiale Keolis, de s'installer sur ces marchés nationaux. Bon, alors pourquoi cette ouverture à la concurrence du transport ferroviaire national de voyageurs ? Oui, c'est une bonne question. C'est la part de la volonté déjà ancienne de développer une politique européenne des transports, tout transport confondu, et de créer un espace ferroviaire européen unique en rapport avec le marché unique et la libre circulation des personnes. Or, dans les années 70-80, le ferroviaire entre en difficulté, concurrence équilibrée par la route et l'aérien. Et sacrée concurrence. Pour la Commission, l'une des causes de ce déclin réside dans le morcellement juridique et technique de l'espace ferroviaire en Europe, avec autant d'espace que de pays membres, et presque d'écartement de voies. Pour y remédier, dès 1991, une directive sépare de façon comptable le gestionnaire du réseau et l'exploitant ferroviaire, ce qui ouvre, entre guillemets, un droit d'accès au réseau ferroviaire. Et en 2001, débute l'ouverture du transport ferroviaire à la concurrence. Cette ouverture à la concurrence doit, selon la Commission, renforcer la compétitivité des entreprises,
redonner de l'attractivité à ce mode de transport par l'amélioration du service aux usagers et la réduction des prix, tout en stimulant les investissements dans le secteur. Bon, alors tout ça est très bien, mais est-ce qu'on peut dresser un bilan de l'ouverture du marché ferroviaire à la concurrence dans les pays qui l'ont déjà réalisé ? Alors, on peut essayer. En Allemagne, la libéralisation est réalisée depuis 1994. Le réseau fédéral reste sous le contrôle de l'État et la Deutsche Bahn reste une entreprise publique. Depuis l'ouverture à la concurrence, la Deutsche Bahn a perdu 25% des parts de marché tout en restant bénéficiaire. Elle exploite la quasi-totalité des lignes grande distance. Les opérateurs privés, dissuadés par un coût d'entrée très élevé sur ces lignes, ne sont présents que sur les lignes régionales. De 1994 à 2015, la fréquentation a augmenté de façon globale de 30% sur les lignes ferroviaires allemandes et de 77% sur les lignes régionales. Le Royaume-Uni, lui, a privatisé gestion et exploitation du service et ouvert complètement le marché à la concurrence entre 1993 et 1997. Une vingtaine de compagnies privées, selon un système de franchise, se partagent les lignes. Après 2 accidents graves en 1999 et 2000, la maintenance du réseau est revenue entre les mains de l'État. Depuis 20 ans, le nombre de voyageurs a doublé, mais les prix n'ont pas baissé. On a là 2 exemples de décisions nationales avec lesquelles l'Union européenne a peu à voir. Et finalement, le costume qu'on lui fait endosser est sans doute bien trop grand.